Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue dans le podcast NFL de The Free Agent, un podcast qui va revenir aujourd'hui sur la première semaine de compétition et les enseignements de cette première semaine de compétition de NFL. Une semaine déjà très riche en surprises et en matchs de qualité. Et pour être avec moi aujourd'hui dans ce podcast, on a Yaya et Bertrand. Salut les gars, comment ça va? Salut à tous. Moi ça va super. J'ai le sourire. Bonjour les agents libres, eh ben, écoute, ça va bien. On peut avoir le sourire, je pense, avec Aya, puisque nos amis Giants ont fait le taf. On en reparlera des Giants, on n'en parle pas assez souvent. Donc on va en parler dans ce podcast, ce sera vers la fin du podcast. On va commencer par deux équipes qui ont cartonné, qu'on attend fort cette année, mais qui ont très bien réussi leur entrée en matière. La première, ce sont les Chiefs de Kansas City, qui ont été impressionnants sur le terrain de Phoenix, dans l'Arizona, avec un Patrick Mahomes, Yaya, qui a éclaboussé de son talent la rencontre. Est-ce vraiment une surprise? Non. C'est une équipe qu'on avait prévue très forte, dans une division très forte. Patrick Mahomes reste Patrick Mahomes. L'année dernière, voilà, ils sont tombés sur leur kryptonite. Je pense que ils vont en revenir le couteau entre les dents. Lui, notamment, on a vu des vidéos pendant toute l'off-season. Je pense qu'il va vouloir fermer des bouches, comme disent les jeunes, à un peu toute la ligue. Donc je pense que là, c'est Mahomes va vouloir arrive en mode vengeur il va vouloir tout détruire. Tout ne va pas être rose, mais sur ce match, oui, face à une équipe qui a certaines limites, bah voilà, let's go quoi. On leur roule sur eux et on fait un statement. 44 points inscrits par les Chiefs, sans Tyreek Hill, on rappelle qu'il est parti du côté de Miami. On a vu que Patrick Mahomes, avec ses 5 passes de touchdown, avait trouvé à peu près tout le monde. Travis Kelce, bien évidemment, Clyde Edwards-Helaire aussi, qui a marqué 2 touchdowns. Est-ce que cette attaque est encore plus impressionnante, Bertrand, que l'an dernier? Bah, plus impressionnant que l'an dernier, je pense qu'il faudra attendre encore quelques matchs. On était sur la première journée, au final, où c'est encore un peu incertain sur le réel niveau. Là, ils ont dominé l'équipe en face d'une manière outrancière parce que voilà, ils s'étaient retrouvés. Et c'est vrai que tout le monde a été au diapason. Michael Hardman, Clyde Edwards-Helaire ont fait le taf également. Travis Kelce, inévitablement. Donc, même les petits nouveaux, hein, Juju Smith-Schuster et Valdez-Scantling, donc de manière moindre, mais ils étaient quand même là. Je pense qu'il faudra quand même attendre un peu avant de dire voilà, ça y est, c'est reparti à fond la caisse comme avant. Là, tout allait bien, tout tournait correctement. On connaît comment Patrick Mahomes nous a fait du Patrick Mahomes. Voilà, j'attends le deuxième match, mais c'est vrai que ça augure déjà voilà, de bonnes prestations pour le reste de la saison. Un prochain match qui aura lieu dès jeudi soir, si ma mémoire est bonne, contre les Chargers de Los Angeles. Donc un gros choc pour les Chiefs de Kansas City. Euh, Autre équipe qui a très bien marché et qui a très bien démarré la saison, puisque c'est eux qui ont ouvert le bal, ce sont les Bills. Les Bills de Buffalo, qui sont donnés par les bookmakers comme favoris dans cette saison. Les Bills qui sont allés écraser le champion chez lui, 31-10, avec, on va redonner la parole à Bertrand pour commencer, puisque c'est Yaya qui a commencé tout à l'heure, avec un Josh Allen, là aussi, on parlait de Patrick Mahomes, mais un Josh Allen qui a fait lui aussi un excellent match. Ouais, bah là on a retrouvé les Bills que l'on connaissait, évidemment, hein, et puis surtout ils ont marqué tout de suite le territoire face aux Rams, le champion en titre. On peut dire une chose, c'est que là vraiment tout le monde était là, que même Josh Allen s'est encore amélioré sur la lecture du jeu, encore plus qu'auparavant. Dans la course, il commence même à mettre des stiff arms comme certains running backs, enfin dans les meilleurs running backs. Voilà, là, c'est commence à être une équipe qui fait peur parce qu'il faut rappeler une chose, c'est qu'ils n'ont pas punté du match. Donc ça veut dire que l'équipe avance tout le temps.
récupère le ballon, pas nécessairement besoin de blitz aussi. Ils ont mis la pression à les 4 de devant pour aller chercher le quarterback. Donc voilà, c'est une équipe qui commence à faire très très peur. Même chose, on est la première journée, donc on sait qu'il y a toujours des surprises pendant la saison. Mais là, par contre, pour les Bills, je suis beaucoup plus catégorique en disant que le prochain adversaire va quand même claquer un petit peu des dents avant de rentrer sur le terrain. Ça, c'est clair. Yaya, sur ces Bills de Buffalo, est-ce, est-ce que là, tout de suite, on voit un point faible à cette équipe parce qu'on a vraiment une attaque qui fonctionne très bien, Josh Allen qui semble marcher sur l'eau. Alors il a laissé quelques interceptions dans le match quand même, mais il est quand même en confiance. Une ligne qui est plutôt bonne. Défensivement, avec un Von Miller qui a été ajouté cette année, ça marche plutôt bien. Alors quel est le point faible, quel est le talon d'Achille de cette équipe finalement de Bills? Peut-être le punter, puisque on l'a pas vu ce On matin. l'a pas vu. Non, non, mais non, c'est une équipe qui est extrêmement bien coachée. Et ils ont su tirer avantage des relatives faiblesses des Rams. Ils ont appuyé là où ça faisait mal. Voilà. Après, je pense que garder ce niveau sur toute une saison, voilà, ça va être compliqué. Ils avaient coché ce match. Ils n'avaient pas fait comme l'an dernier où, de mémoire, les Steelers les avaient cueillis à froid. Cette année, il fallait qu'ils partent plein fer pour faire un statement, eux aussi, et ils l'ont fait. Euh, il va y avoir des matchs laissés en route parce qu'on sait qu'une saison c'est long, surtout en NFL. L'ajout de Von Miller qui tout de suite montre ce qu'il apporte sur un terrain. Donc pour moi, la défense s'est renforcée, l'attaque on sait ce que c'est. Peut-être un petit peu le jeu de course qui n'est pas à la hauteur du reste, mais c'est vraiment pinaillé quoi. C'est vraiment pour dire, Alors, pour répondre à ta question. Moi j'y crois. Moi je suis pas convaincu dans ce que je dis. Moi, je reprends juste Yaya par rapport au jeu de course. Moi, j'ai trouvé justement que Singletary, à la différence, et c'est ça qui fait encore plus peur, avait été encore présent dans ce match-là. Je dis pas qu'il le sera sur tous les matchs, mais là, il a été présent en plus. Alors, comme c'était déjà un secteur sur lesquels on pinaillait l'année dernière en disant ils ne peuvent pas se reposer sur autre chose que la passe parce que il n'est pas souvent là. Là, Singletary, pour le coup, il était là également. Donc, c'est ça qui commence à mettre 21 points aux champions en titre. Malgré tout, même si c'est le premier match de la saison, voilà, ça calme quoi, au final. Hein. 31, 31, Ouais, 31, enfin les 21 31. d'écart, je veux dire, au final. Donc, Ah oui. 21 d'écart, ça cogne tout de suite. Donc, oui, c'est complet. Voilà, ça demande confirmation, évidemment. Et je- Singletary n'est pas Giggs, enfin Diggs, pardon. Voilà, donc tu vois, c'est pas le même nom, c'est pas un Derrick Henry, c'est pas, voilà. Donc, et voilà. en parlant de la confirmation, ils joueront prochain match, c'est pendant le Sunday Night Football ce dimanche où ils reçoivent les Titans du Tennessee. Et ensuite, ils ont des matchs qui sont pas impossibles, mais qui sont pas faciles non plus parce qu'ils jouent contre les Dolphins de Miami et contre les Ravens de Baltimore. Donc ça reste des équipes qui peuvent quand même sur un bon match embêter à peu près n'importe qui. Voilà. Donc pour les Bills et les Chiefs, ça s'est bien passé. Vas-y. Doit être important, surtout pour leurs adversaires, et ça Mm. peut éliminer quasiment d'office des prétendants à la première place. Ouais, ça c'est certain. On passe maintenant à une équipe qui était citée parmi les outsiders cette année et qui a connu une grosse tuile, deux grosses tuiles cette première semaine. La première, c'est une grosse défaite à domicile contre les Buccaneers. Et la deuxième, la plus grosse tuile, c'est la blessure de Dak Prescott, leur quarterback. C'est bien sûr les Cowboys de Dallas qui s'en sortent très meurtris de cette première semaine de compétition. Alors ça fera plaisir à nos deux intervenants qui, vous le savez, sont fans des Giants, donc n'aiment pas trop les Cowboys, mais on va quand même parler un petit peu de ces joueurs de Dallas.
Alors on va pas revenir spécialement sur le match parce que bon, voilà, ils sont passés à côté. Voilà, on va surtout parler de l'absence de Dak Prescott. On a eu des infos aujourd'hui comme quoi finalement la blessure serait peut-être un peu moins grave et qu'il manquerait que de 4 à 6 semaines de compétition. Comment ils vont s'en sortir pendant ces 4 à 6 semaines, Yaya? Du jeu de course, du jeu de course, du jeu de course. Ezekiel Elliott qui n'est plus ce qu'il était. Voilà. Et on va essayer de limiter les dégâts, mais faut pas prendre de retard, même si on sait très bien que dans la NFC Est, pour la suivre d'un œil, on sait très bien que ça peut aller très vite avec 9 victoires, tu peux être champion. Ça va dépendre de comment les oiseaux peuvent aller gagner des matchs. C'est ça en fait qui va être la différence. Mais effectivement, il risque de prendre du retard. Derrière, ça n'aura pas le talent de Prescott. Ça va être compliqué. Ça va être très très compliqué. Et puis il y a eu beaucoup de lacunes montrées sur le match. C'était le premier, la première attaque l'an dernier, la meilleure attaque en nombre de points marqués, les Cowboys. Cette première partie de saison va donc se faire sans le quarterback. Forcément, Bertrand, c'est une perte énorme. De toute façon, moi, sur l'impression visuelle globale des Cowboys, donc bien sûr, en répondant à ta question sur Dak Prescott, bah, c'est sûr que ça va être en plus un élément qui va manquer. Mais sur l'impression visuelle des Cowboys, j'ai retrouvé l'équipe de l'année dernière. C'est-à-dire qu'on a une équipe qui sait faire des coups d'éclat sur les deux côtés du terrain, en attaque, en défense, qui ont des playmakers qui font ces coups d'éclat, comme Trevon Diggs, comme Micah Parsons, des Marcus Lawrence, voilà. Et après, en attaque, c'est ça, c'est-à-dire qu'il va y avoir un bon moment pour pouvoir éteindre l'équipe d'en face. Mais maintenant, c'est pas dans la longueur du match, et à un moment donné, quand arrivent les moments décisifs, on les retrouve pas. Là, ça va être encore pire, parce que cette fois-ci, ils perdent leur maître à jouer. Cooper Rush, bah, il va arriver là, voilà, un peu sur la pointe des pieds. Ça va pas être facile pour pouvoir prendre la relève juste derrière et pour pouvoir faire tourner ses receveurs. Bon, j'ai pas de doute qu'à un moment donné, Ezekiel Elliott fasse un minimum de courses, mais c'est pas avec la ligne offensive dépourvue de Tyron Smith qui s'est blessé, même s'il a un jeune, il y a un homologue Smith qui a pris la relève, c'est pas avec ce qu'il y a sur la ligne qu'il va pouvoir faire ouvrir des brèches et faire passer Elliott pour vraiment faire gagner l'équipe. Je pense que ça va être une saison longue de nouveau pour les Cowboys, et pour le coup, je m'en réjouis pas parce qu'on aime bien voir du beau jeu malgré tout. Donc, bon, ça va être compliqué. Je pense que ça va être compliqué. Mais on voit fleurir un peu partout sur la toile, comme d'habitude, se moquer. On a même vu Stephen A. Smith, comme d'habitude, railler. C'est l'équipe c'est l'America's Team, mais tout le monde aime bien se moquer d'eux aussi. Donc c'est plus Bah, par jeu. disons qu'ils ont aussi, avec leur propriétaire, ils n'arrangent rien, hein. Jerry Jones fait toujours des phrases qui se met toujours en avant, il le provoque par ses déclarations souvent, donc inévitablement tu as le retour de bâton dès que tu as un coup de faiblesse, hein, ça c'est sûr et certain. Après, ce qui me fait peur aussi, c'est que Dak Prescott, il commence, bon bah c'est pas de sa faute, hein, il s'est quand même fait une grosse cheville une année. Là, c'est le doigt, bon bah ça arrive, hein, même Russell Wilson s'est fait le doigt l'année dernière, mais ce que je veux dire, c'est que ça commence à se multiplier. Et j'ai peur qu'à un moment donné, Dak Prescott, voilà, ça commence à, même avec ses bonnes intentions en interview, ça finisse par craquer à un moment donné, quoi. Mm. Voilà. C'était la question sur laquelle j'allais venir. Est-ce que l'un de vous deux imagine, on a vu parler sur ESPN notamment des analystes qui en parlaient, est-ce que l'un de vous deux voit Dallas aller chercher un quarterback pour ce courant de saison? Alors les propriétaires ont dit il suffit pas juste de décrocher son téléphone et d'appeler le 3615 quarterback et vous en avez un génial à la maison. Bon, eux ils ont dit le 1 8000, mais bon, nous c'est 3615 chez nous. C'est la même chose. Donc il faut, voilà, est-ce que vous les voyez aller chercher, je sais pas, Jimmy Garoppolo, quelqu'un d'autre, un quarterback quelconque qui pourrait venir suppléer l'absence de Dak Prescott?
Bah là, Dak Prescott, il est annoncé sur 4 à 6 semaines. Donc pour moi, connaissant la médecine américaine, ils vont sûrement le charger à mort pour descendre ça à 4 semaines. Après, le doigt, c'est le doigt de lancer, donc inévitablement, ça va être compliqué d'être précis. Non, je pense pas qu'il passe le coup de téléphone tout de suite. Moi, j'ai bien peur plutôt que ce soit un package complet en fin de saison qui va partir. Je pense qu'on aura fini avec comment on appelle ça, on va dire la patience de Jerry Jones vis-à-vis de l'ancien coach des Packers, dont le nom m'échappe, mais vous allez m'aider. Mike McCarthy. Mike McCarthy, voilà. Mike McCarthy. Et je pense que c'est plutôt ça qui va, c'est ce package-là, et voir à la rigueur à la draft pour un quarterback, puisqu'il y a une classe de quarterback qui s'annonce exceptionnelle. Alors attention parce que Jerry Jones avait gardé Jason Garrett Mm. jusqu'au bout, il avait refusé de le couper, hein. Alors est-ce qu'il va faire pareil avec McCarthy? Mais je pense que oui, effectivement. Alors déjà aller appeler pour prendre un quarterback, mais après tu te mets un peu le feu au vestiaire parce que si Prescott revient, bah, Bah oui. qu'est-ce qui va se passer? Si tu décides de faire de bâcher la saison à la fin du premier match, malgré tout, il y a quand même une grosse fanbase des Cowboys et ça va être très très mal reçu. Euh, Quand tu es les Cowboys, tu ne peux pas ne pas jouer à fond, quoi qu'il en soit. Donc ils sont un peu pris par ça, mais après je rejoins Bertrand. Euh, pour moi, je pense que c'est la fin d'une ère, surtout la fin de l'ère Ezekiel Elliott qui va progressivement partir. Et je vais même aller plus loin. Je pense que c'est la fin du duo Prescott-Elliott qui était l'un avec l'autre depuis le début de leur carrière. Pour information, on a 7 semaines de match avant la bye week pour les Cowboys. Et dans ces 7 semaines, il y aura comme équipe affrontée les Bengals, les Giants, les Commanders, les Rams, les Eagles, les Lions et les Bears. Voilà pour le programme avant la bye week. On peut supposer qu'à la bye week, dans 9 semaines, Dak Prescott sera probablement de retour. Mais petit aparté, on en revient toujours à la même chose, une ligne offensive dépeuplée, je vais dire de leurs meilleurs joueurs. Ils ont eu quand même une ligne offensive qui était très forte avec Tyron Smith et d'autres joueurs il y a quelques années. Bah, quand elle est dépeuplée, le problème c'est que vous avez beau faire ce que vous voulez, ça met plus en avant le quarterback peut-être sur ses faiblesses et ses blessures, et ça met surtout également le running back qui pouvait réussir et qui réussit moins. Donc on le voit bien là, hein, il leur manque du monde devant, ça y est, ça prend une autre tournure tout de suite, hein. Ah bah de toute façon on sait très bien que le foot c'est toujours sur les deux lignes que ça se passe, hein. En parlant de lignes qui ont été en difficulté, on va parler un petit peu des Packers et surtout de leurs adversaires de cette semaine, à savoir les Vikings du Minnesota qui ont réussi une entrée eux aussi en matière quasi parfaite contre un adversaire de division. On disait qu'il y avait possiblement deux mondes dans cette division, d'un côté les Packers, les Vikings et de l'autre côté les Bears et les Lions. Euh, ces Vikings ont vraiment réussi, Yaya, un très gros coup dimanche, un match plein. Oui, totalement. Ils ont profité des carences de leur adversaire. Est-ce que ça va être des carences passagères ou pas? Ça va dépendre de de la capacité du coach et enfin du coaching staff de pouvoir faire progresser cet effectif. On avait des doutes, ça a été exprimé sur l'antenne plusieurs fois par notre grand spécialiste qu'on salue. Euh, mais oui, ça va être une équipe qui va changer d'identité, qui a des receveurs qui vont avoir du mal à recevoir les ballons. Voilà, un jeu plutôt orienté jeu de course pour essayer de libérer et donner un peu de temps à Aaron Rodgers et surtout pour que les receveurs se démarquent. Et puis après, faut que ça tienne en défense le plus possible.
Bertrand, chez ces Vikings du Minnesota, il y a évidemment un joueur qui se démarque. On connaissait Dalvin Cook à la course. On a maintenant un receveur superstar, Justin Jefferson, qui a réalisé lui aussi un match, alors bien aidé certes par une défense des Packers assez permissive sur cette rencontre-là, mais il avait annoncé qu'il serait le meilleur receveur de la ligue de la saison à venir. En tout cas, sur son premier match, il a très clairement mis les pieds dans le plat, Justin Jefferson. Oui, ah bah, alors de toute façon, on n'avait pas de, comme dans beaucoup de, comment on appelle ça, de choix dans la fantasy, le choix de Justin Jefferson se faisait presque, on va dire, naturellement. Bah là, c'est pareil, début de saison, il y a certains receveurs dont on sait qu'ils allaient sûrement faire des performances, et Justin Jefferson, il a été au rendez-vous. Je dirais même que c'est l'ensemble de l'équipe, et je pense qu'effectivement, le changement de coach, de passant de Max Zimmer à Kevin O'Connell, qui est quand même un coach de 37 ans, beaucoup plus jeune, avec des idées plus novatrices, va libérer cette équipe. Cette équipe, elle a toujours été l'année dernière à gagner des matchs de peu de choses sur des coups d'éclat ou de les perdre aussi sur des coups d'éclat. Et donc, peut-être qu'il manquait justement cette organisation ou un coach qui tenait les choses, qui apportait une certaine confiance. Moi, je pense et j'espère que les Vikings vont step up par rapport à ça et avoir des performances plus régulières leur permettant d'aller beaucoup plus loin. Si justement Kirk Cousins commence pas à lancer trop de ballons, on va dire, ou de passes un peu trop risquées, mais qu'il est bien organisé dans son jeu d'attaque, avec Dalvin Cook, avec Justin Jefferson, Irv Smith, Adam Thielen, bah voilà, s'ils sont au niveau des blessures, ils sont épargnés. Je pense que c'est une équipe qui peut gagner la division face aux Packers, puisque les Packers sont quand même bien moins bien organisés et en manque de receveurs également. Kevin, Kevin O'Connell, justement, on en parle juste quelques instants, le nouveau head coach des Vikings, ancien coach des quarterbacks à Cleveland, coach des quarterbacks aussi à Washington, il a été coordinateur offensif à Washington et chez les Rams de Los Angeles. C'est donc vraiment un entraîneur porté vers l'attaque. Adam Thielen disait d'ailleurs que c'était un véritable bonheur d'être coaché par lui parce qu'il attaque, il attaque, il attaque, quel que soit le score. Est-ce que cette patte, Kevin O'Connell, qui a le malheur, entre guillemets, de ne pas avoir d'expérience comme head coach, est-ce que ça va le desservir à un moment dans la saison ou est-ce que vraiment ce côté tout pour l'attaque va emmener les Vikings au plus haut, à ton avis, Yaya? On a vu un changement de paradigme dans la ligue avec l'arrivée des jeunes, ce qu'on appelle les jeunes coachs, c'est-à-dire ceux qui prennent du risque à fond. On a vu l'impact immédiat de Sean McVay. Euh, donc moi je pense que oui ça va servir. Après, est-ce qu'il va y avoir un plafond de verre? Je pense pas. Effectivement, ils peuvent aller jusqu'au. C'est une première année de coaching, on va voir ce qu'ils vont faire, jusqu'où ils vont pouvoir aller. Moi, je pense pas que ça les desserve. Je suis plutôt pour les coachs agressifs. Ça peut être pour moi beaucoup plus. Et puis déjà pour nous, spectateurs, c'est beaucoup plus intéressant à suivre. Et moi, en tant que spectateur, enfin téléspectateur, c'est un régal de voir des coachs agressifs. Donc pour moi, oui, c'est une vraie bonne chose. En Et tout puis cas, ils ont l'avantage. Oui, oui, vas-y excuse-moi, Bertrand. Flavien. En tout cas, ce qui est certain, c'est que, à l'instar de Brandon Staley aux Chargers, qui tentait pas mal de quatrième tentatives l'année dernière, et avec plaisir, parce que je pense que les fans sont ravis de voir quelqu'un qui prend des risques, on a justement une génération de coachs qui, je l'espère, en tout cas pour le jeu, va rentrer de plus en plus là-dedans, parce que de toute façon, ça permettra aussi d'avoir des gains, et peut-être de gagner des matchs en prenant des risques, ou peut-être d'en perdre également. Mais malgré tout, je pense que quand on a un certain niveau de talent dans l'équipe, on a plus de chances de les gagner que de les perdre quand on prendra le risque sur la quatrième tentative. Et on a un avantage pour Kevin O'Connell et pour les Vikings, c'est qu'ils sont en NFC et on le sait, on va pas trahir de secret, la NFC est quand même plus accessible que l'AFC cette année. Bon, il y a évidemment la NFC West avec les Rams, avec les Cardinals, avec les 49ers. Mais bon, je veux dire, ça reste, leur division est accessible et même à la rigueur, un très beau parcours en playoff peut aussi être possible pour les Vikings. Jusqu'où vous les voyez aller, vous, les Vikings, cette année? Moi, Yaya. personnellement, je les vois globalement.
Ouais, non, tour de division en playoff. Ouais, à ce moment-là, divisional round, pour le coup, malgré tout. Après, est-ce qu'ils vont pas se taper sur le plafond des playoffs et de l'expérience en playoff face à une équipe qui sera beaucoup plus forte et enfin, tout dépend sur qui ils vont tomber, évidemment, mais qui aura plus d'expérience. Voilà, je pense que le divisional round, ça m'apparaît bien. Pareil, ils peuvent peut-être passer un tour de playoff si le match n'est pas en prime time, vu leur quarterback. Mais à part ça, voilà, je pense que effectivement, ils vont être rattrapés par le manque d'expérience. Juste Tant une qu'ils jouent pas aparté. les Saints en playoff, moi ça me va, hein, Ouais. parce que bon, je me rappelle d'un certain miracle à Minnesota. Merci, non, ça ira pas une deuxième année. Oui, vas-y Bertrand. Ouais, je disais juste une aparté. C'est un petit peu quand même, enfin, ce qui me fait peur, c'est la vieillesse au niveau dans les squads défensives entre Daniel Hunter, Harrison Smith, Patrick Peterson, ou même Zadarius Smith qui a été recruté des Packers. Attention, alors quand c'est relatif, attention quand je dis vieillesse, mais sur une longueur de saison, attention à un moment donné aux blessures, à la fatigue qui va se faire sentir sur la deuxième partie de saison en règle générale. C'est là où on voit aussi, bah tiens, les performances sont moins importantes et l'attaque est moins sur le terrain. Bah, c'est parce que si la défense a plus de mal à pouvoir récupérer le ballon. Donc il faudra surveiller ça aussi, je pense. Ouais, et puis, mais malgré tout, gagner le premier match, alors face à un rival de division, face à un rival de division, c'est toujours que déjà, premièrement, il y a donc la rivalité, mais ça compte double. Mm. Eh oui. Et, et à plus forte raison contre un rival de division qui en plus est celui qui est annoncé comme étant votre principal challenger pour le titre de division à la fin de la saison. On va parler maintenant des équipes qui ont un peu surpris cette première semaine, des équipes, bon, pas qu'on n'attendait pas, parce qu'on sait très bien que la première semaine de compétition peut toujours réserver son lot de matchs imprévus, mais quand même qui ont créé des upsets ou qui ont failli les créer en tout cas. La première, et ça vous fera plaisir, c'est les Giants de New York, avec un Saquon Barkley plus que retrouvé, et avec surtout un coach qui est parti en conversion à 2 points alors qu'ils étaient menés d'1 point à 1 minute de la fin. Alors, est-ce que notre ami Dabol peut aller emmener les Giants au sommet, Yaya? Alors, il a été recruté pour ça, pour de l'agressivité. Alors, on va pas se mentir, on va pas se cacher, c'est une victoire qui fait plaisir, mais qui était absolument pas prévue. Euh, et oui, je pense que du coup, alors attention aussi à l'effet de la première journée. La première journée, il faut savoir raison garder. Euh, alors, elle fait plaisir. C'est comme Barclay qui fait une grosse performance, qui aide beaucoup. On a vu aussi toujours des petits défauts de Daniel Jones. Bon, c'est plutôt pas mal. Et pour revenir à ta question, oui, je pense qu'on a tiré le bon numéro avec un coach qui visiblement a le vestiaire derrière lui. Et ça, ça faisait bien longtemps que c'était pas arrivé. Qui est une façon de jouer moderne. On parlait de coach agressif juste avant. Eh ben là, on en a un. Il a un plan de jeu, il sait ce qu'il veut faire, il sait où il veut amener les gars. Bah écoute, le but, ça va être vraiment de mettre ce qu'il faut sur le terrain pour préparer. Si on a une bonne surprise, tant mieux à la fin de la saison, mais sinon, bah voilà, donnez-nous du plaisir et let's go quoi. 13-0, c'était le score des Titans à la mi-temps contre les Giants. À ce moment-là du match, je pense que peu de personnes pensaient que les Giants allaient aller chercher une première victoire cette année, sans vouloir aucunement dévaloriser la performance des Giants. Bertrand, est-ce que c'est plus une victoire des Giants ou une défaite des Titans? Ah, mais tu ne dévalorises pas ce qui s'est passé pour les Giants. Globalement, pour moi, c'est l'arbre qui cache la forêt. Et je suis d'accord avec toi. Je pense que c'est une défaillance des Titans sur le principe. Alors, je vais pas enfoncer le truc après une décennie de déception de la part des J-Man. Globalement, pour moi,
oui, il y a quand même cet esprit de renouveau. Donc, ce qui est sûr, Joe Shen, le general manager, a apporté un esprit neuf dans le board. Dabol apporte également ce qu'il faut au niveau du coaching, et je ne vais pas revenir dessus, Yaya l'a très bien expliqué. Maintenant, la seule chose que moi je vais dire j'ai vu de bien, c'est que j'ai pas vu un Saquon Barkley qui, bien sûr, il était blessé plusieurs fois, donc inévitablement ça n'aide pas, mais en tout cas qui n'a pas peur, parce qu'on l'a vu quelquefois sur des images l'année dernière où il avait peur de rentrer sur le terrain. Là, il a montré de la détermination, donc je dis tant mieux. J'attends de voir les prochains matchs. C'est toujours pareil hein, avec les Giants. Maintenant, voilà, quand on regarde le match, globalement, on va pas dire qu'on a été subjugué par ce qu'on a vu. Moi, je pense qu'effectivement, les Titans sont pas encore entrés dedans. Il leur manque aussi, ils ont perdu des joueurs, il leur manque aussi une certaine organisation. Donc, c'est un peu des deux. C'est une petite fulgurance des Giants, c'est une petite faiblesse des Titans. Voilà, on va attendre la semaine prochaine pour voir ce que ça va donner. N'oublions pas que même le board annonce que c'est une année de transition et s'attendent pas à des merveilles. Donc oui, c'est bien. Oui, on a vu un système de jeu différent. On a vu de l'audace un play call qui était beaucoup plus original. Mais on va mettre un petit bémol. Il y a quand même eu du punt. Hein, on a vu souvent le punter venir sur le terrain. Donc voilà. Restons, comme dit Yaya, raison gardée. Ne soyons pas non plus dans l'optimisme à outrance. Moi, je pense que c'est surtout, moi, ce qui m'a fait plaisir, c'est la défense. On sait très bien que historiquement, New York, ils sont bons quand la défense est bonne. Donc, ça n'a pas été parfait, mais on a un vrai coordinateur défensif qui a des vrais plans de jeu, qui sait s'adapter, et voilà. Donc, Martindale, voilà, je pense que c'est vraiment la recrue star, plus que les joueurs. C'est lui le vrai facteur de cette équipe. Et c'est lui qui va donner vraiment cette impulsion. Autant Ah bah, Dabol va s'occuper de l'attaque, parce que c'est un ancien coordinateur offensif. Autant Martindale va s'occuper de la défense et va les faire progresser. Il va mettre des choses en place. Donc c'est plus ça qui me donne le sourire. et d'ailleurs, ils ont Kafka en coordinateur offensif, des Chiefs qui s'occupait des quarterbacks. Donc, globalement, c'est sûr que ça va aider. Mais Wink Martindale, ce qui est bien, comme tu dis, c'est qu'il a un style, et on l'a bien vu, il a une annonce, c'est le blitz. D'ailleurs, Belichick s'en est plaint lors de la pré-saison, en disant qu'il avait, sur un match de pré-saison, il avait blitzé comme un porc. Bon, bah là, pour le coup, il a fait ce qu'il sait faire, il a fait ce qu'il a demandé à ses gars de faire, et ils l'ont fait. Maintenant, ce qui me fait peur, pour terminer là-dessus, c'est quand même le backfield défensif chez nous, surtout tout ce qui est poste de cornerback. Globalement, ça va être un peu léger, et j'ai peur qu'il soit ciblé sur le reste de la saison. Oui, tout à fait. À côté de ça, on a McKinney qui ne pourra pas être parti. C'est vraiment qui va devenir notre star, ce qu'il a déjà fait dans le Autre équipe surprise de cette première journée, c'est les Steelers de Pittsburgh, qui sont allés gagner en prolongation après un échange de coups de pied ratés avec les Bengals de Cincinnati. Alors bon, il y avait du vent, on va excuser Boswell. McPherson de son côté, lui, en a raté quand même quelques-uns, dont une transformation qui aurait évité la prolongation à son équipe et qui a été bloquée par les Steelers. Alors, est-ce qu'on aurait sous-évalué ces Steelers finalement, Bertrand? Sous-évaluer les Steelers. Ou surévalué les Bengals? Non, je pense que les Bengals, on revient souvent sur ce qu'on appelle la gueule de bois d'après Super Bowl. Je pense elle existe vraiment. Je pense il y a quelque chose qu'il faut remettre en place. Je pense qu'ils vont le remettre en place. Mais on a vu de l'agacement de Joe Burrow sur ses sorties au moment des sacs qu'il a pu prendre, et a raison. Également, il n'était pas très enthousiaste vis-à-vis de sa O-line en les motivant, en disant bon, c'est pas grave, on va réussir à faire autre chose. Maintenant, pour les Steelers, bon, ils ont profité de la situation. Euh,
je sais pas, j'ai trouvé que oui, Chase Claypool était présent. Ils ont George Pickens qui peuvent être une belle surprise cette année. Najee Harris qui va sûrement faire le taf. Mais ça demande à voir par la suite. Ça a été serré, hein. Ça s'est joué à des field goals ratés. Donc, bon, les Bengals peuvent être déçus. Je pense pas que ça va être pour le coup comment dire, une descente quand même aux enfers de la part des Bengals. Je pense qu'ils se reprendront la semaine prochaine. Maintenant, pour les Steelers, ça demande à être confirmé. J'ai peur que Mitch Trubisky soit pas assez régulier quand même pour pouvoir, je vais dire, amener les Steelers très loin. Yaya, les Bengals et Joe Burrow qui a encore des problèmes énormes de ligne offensive, hein, Bertrand en a parlé. Juste quelques chiffres, 7 sacs, 39 yards perdus sur des sacs sur la rencontre, 4 interceptions. Ça a été un match pas loin du cauchemardesque pour Joe Burrow. Ouais, tout à fait. Alors déjà, c'est à mettre au crédit de la défense des Steelers on savait que ce serait une bonne défense. Alors, ils ont perdu TJ Watt. Finalement, ce serait peut-être pas si grave que ça, sa blessure, qui est pour moi un des meilleurs défenseurs. Finalement, il est pas encore mis out pour la saison, hein, TJ Watt. Ce serait Ouais, peut-être que 4 semaines, on sait pas. Ouais, je pense que ça va être long quand même, hein. Faut pas rêver des déchirures musculaires comme ça. Après, il va jouer avec la douleur, c'est peut-être possible, mais moi, à mon avis, ça va être une grosse perte. Et c'est là que ça va se jouer aussi, parce que c'est quand même le fer de lance de la défense, quoi. Totalement. Et sur le match, Burrow, déjà, bon, effectivement, il a été abandonné par sa O-line. Bon, il a un peu l'habitude avec l'année dernière. Ils ont fait des ajouts, donc le temps que ça se mette en place. Faut pas oublier non plus que Burrow a eu une appendicite en pré-saison. Et malgré tout, ça peut être des superstars. On n'en ressort jamais indemne d'une opération. Et voilà, il faut le temps que ça parte. Et puis on a vu que la connexion avec Jamar Chase, dès qu'elle se met en place, bah voilà, c'est compliqué. Mais après, on va en revenir sur les Steelers. Ils ont quand même fait une sacrée partie et ils sont extrêmement bien coachés. Tomlin, voilà, tu lui donnes une demi-occasion, il y va quoi, il gagne le match. Et après, euh, il faut aussi noter la très très grosse partie de Micah Fitzpatrick. Voilà, qui a fait un match plein, il fait un pick six, il bloque une transfo, parce qu'elle n'est pas ouais. loupée, hein, c'est lui qui Non, non, elle est bloquée, elle est ouais, elle est bloquée. bloquée. Et honnêtement, parce que il fait un flag juste avant qu'il remet les Bengals avec 4 tentatives, et derrière il se reprend et il y va quoi. Donc voilà, la perte de TJ Watt, ça va être quelque chose, mais je pense que les Steelers, ils vont pas être aussi mauvais qu'on ne le pensait. Après, effectivement, ça va jouer au niveau du quarterback, et je pense que Trubisky ne fera pas toute la saison. Et j'espère qu'ils vont trouver leur quarterback assez rapidement, et que ce sera le bon. Oui, parce qu'il faut le préciser, et tu l'as fait à juste titre, Yaya, c'est que les Bengals étaient en très mauvaise posture. C'est eux qui sont revenus du diable Vauvert pour aller chercher la prolongation. On parle beaucoup du PAT raté de McPherson, enfin bloqué de McPherson, mais n'empêche que le touchdown de Jamar Chase arrive vraiment à la dernière seconde de jeu. Donc c'est vraiment, voilà, ils étaient déjà revenus de nulle part pour arracher cette prolongation. C'est quelque part que justice que les Steelers s'en soient sortis finalement. En parlant d'une équipe qui En parlant d'une équipe qui est revenue aussi de n'importe où, mais finalement qui ne s'est pas imposée, elle, c'est un autre duel de division, et c'est le premier match nul de la saison entre les Texans et les Colts. Avant le match, on pensait qu'il y aurait un monde d'écart entre les deux équipes, et pourtant, les Colts ont été complètement apathiques pendant trois quarts temps, Bertrand.
Alors oui, bah parce que en fait, il n'y a rien de surprenant pour moi par rapport à l'année dernière. C'est que moi je pense qu'il y a il y a quelque chose qui cache un peu la défense d'Écosse. On l'a toujours trouvée très bonne, mais au final, je pense pas qu'elle soit aussi magique que ça. On a vu ses faiblesses. Elle s'est quand même fait bien secouer par une attaque des Texans que l'on va dire, enfin voilà, sans faire offense aux joueurs des Texans, on sait bien quand même que c'est pas quand même ce qu'il y a pas dire de mieux, mais en tout cas de plus star sur la ligue. Je pense que les Texans ont utilisé un peu leur cohésion de groupe pour pouvoir avancer. Alors maintenant, ils manqueront toujours de talent pour pouvoir aller très très loin, ça c'est sûr et certain. Mais au final, David Smith, il fait un beau match. Et de l'autre côté, bah, heureusement que pour les Colts que Jonathan Taylor était là encore pour pouvoir s'engouffrer dans les brèches et aller marquer des points. Parce que je pense que sinon, là, ça aurait pu même finir en défaite. Le coach des Texans l'a bien dit. Il a préféré jouer sur les punts parce que son équipe était fatiguée. Il pensait qu'ils allaient perdre. Enfin, sur les field goals, pardon, au final. Donc, bon, voilà, moi, je m'inquiète quand même pour les Colts. Ils ont fait venir Matt Ryan pour aller loin, mais avant d'aller loin, il aurait peut-être fallu penser à mettre de l'équilibre dans la défense parce elle paraît plus forte qu'elle ne l'est, mais je pense elle va souffrir tout au long de la saison. On a déjà du changement chez les Colts, c'est tout frais, c'est tombé il n'y a pas longtemps. Rodrigo Blankenship vient d'être débarqué par les Colts d'Indianapolis. Il a été coupé, il avait réalisé un match très difficile. C'est lui qui avait raté notamment un field goal. On rappelle que le stade à Houston est couvert, hein. Il a raté le field goal. Donc lui, on est déjà passé à autre chose du côté du kicker. Reste à savoir comment les Colts vont s'adapter avec Matt Ryan. T'en attends quand même quelque chose cette année, Yaya, des Colts, ou finalement ce premier match a montré leur faiblesse? Oui, ça a montré leur faiblesse, mais dans une division tellement faible, on s- là, du coup, ben, en fait, personne n'a gagné. C'est rare. Non. Voilà. Oui, non. C'est le concept du match nul. On Oui, notera. mais je te parle de toute la division. Ah oui, dans la division. Je croyais dans le match. Ouais, Oui, non, oui. dans le match, bien sûr. Alors, ils sont pas largués, loin de là. Il faut que la mayonnaise prenne avec Matt Ryan. Il y a une grosse instabilité au poste de quarterback depuis. C'est le quatrième en 4 saisons. Même si ben, voilà, Jonathan Taylor va masquer forcément des imperfections de cette équipe. Elle est extrêmement bien coachée aussi avec Frank Reich. Bon, ben, on va voir ce que ça va donner. Je suis pas si inquiet que ça. C'est un premier match. Voilà. Après, faut, je pense que s'il se qualifie pour les playoffs, bah, un petit tour et puis s'en va. Voilà, c'est une équipe de milieu de tableau, accrochée par une équipe de bas de tableau qui a joué à fond sur son premier match, effectivement pleine de cohésion. Bah, voilà, Après, on va dire que je m'acharne sur la défense des Colts, mais quand on voit un peu ce qui la compose, Stephen Gilmore vieillissant, Shaquille Leonard qui peine enfin, confirmer ses bonnes intentions de différentes années, Yannick Ngakoue, bon, il est là, on va dire que lui, c'est la moindre mal. DeForest Buckner qui a jamais, au final, chez les 49ers, confirmé plus que ça. Bon, voilà, il y a Quitty Pay qui était le joueur drafté, qui lui fait le taf. Mais voilà, si on commence à faire tout le détail, au final, c'est pas si clinquant que ça. Et après, notre ami Matt Ryan, il doit composer avec comment on appelle ça, des receveurs, où il a Michael Pittman qui est considéré comme receveur 1, et je pense que dans d'autres équipes, il ne serait pas considéré foncièrement comme receveur 1. Puis après, il faut qu'il se tape du Paris Campbell et Alec Pierce. Donc, c'est pas, je tape pas sur les Colts pour le plaisir. Je fais juste un constat réel de la situation. La seule chance qu'ils ont, c'est qu'ils sont en AFC Sud. Mais même en AFC Sud, ils perdent contre les Texans. Alors, c'est la première journée. On va voir s'ils se reprennent, mais moi j'ai peur que cette équipe-là n'ait pas les résultats qu'on attend, en tout cas, de leur part. moi je pense qu'ils peuvent se reprendre et gagner les 3 matchs contre les autres. Ça peut plus prendre des matchs à droite à gauche.
Ça peut aller en playoff, Une, quoi. Voilà. Mais sur un malentendu de faux témoins. Ouais, une dernière petite surprise dont on n'a pas parlé puisque c'était le match de la nuit dernière entre les Broncos et les Seahawks. Victoire des Seahawks pardon, de Seattle. Russell Wilson a raté un peu son retour du côté du Lumen Field et surtout une action qui a beaucoup fait parler, c'est le choix de Nathaniel Hackett, le nouveau coach des Broncos, de ne pas jouer une 4e et 5 et de tenter un coup de pied de 64 yards qui aurait été le deuxième plus long field goal de toute l'histoire de la NFL. Est-ce que, alors il y a eu un soutien de la part de Russell Wilson en disant il a raison de ne pas être allé en 4e et 5 et tout. Soutien qui de toute façon il ne pouvait pas dire vraiment autre chose. Je pense que vous serez d'accord avec moi là-dessus. C'est un nouveau coach, c'est un nouveau quarterback aussi dans l'organisation. Un Je pense soutien de que Russell Wilson circonstance. n'avait pas trop de, voilà, il n'avait pas trop d'autres choix que de toute façon soutenir son coach. Est-ce que pour vous, c'était la bonne décision de ne pas tenter cette 4e et 5 et de tenter donc ce field goal de 64 yards, Yaya? La vérité fait que, enfin, la réalité a fait que c'était pas un bon choix. Mais on parlait des coachs agressifs tout à l'heure. Bah voilà, joue la gagne, quoi. Vas-y à fond, quoi. Moi, moi Bah, perso. et puis surtout en extérieur, hein, surtout en extérieur, ça fait beaucoup, quoi. Encore, Ouais. quand t'es en stade couvert ou en extérieur avec vent favorable, tu peux le tenter. Là, c'était un vent de côté, 64 yards, ça fait beaucoup quand même. Et puis, il faut savoir une chose, c'est que en plus du côté de, comment on appelle ça, de Seattle, il y a du bruit. Le kicker, il est très gêné. S'il passe, bah, on crie au miracle, on dit c'est génial et voilà. Puis on oublie tout ça. Maintenant, moi personnellement, je suis partisan des quatrièmes tentatives tentées, même à 5 yards. T'es en fin de match, c'est la première journée. T'as Russell Wilson qui est à Seattle. Lui, il attend qu'une chose, c'est de prouver justement que il valait plus que ce qu'on attendait de lui à Seattle, même si, attention, il a fait les belles heures de Seattle, attention, hein, c'est juste que comme il est parti, d'une certaine façon, il voulait faire un pied de nez. Il aurait dû la tenter, perdu pour perdu de toute façon, au final, autant le tenter, 4e et 5. Ça aurait été. Il y a le groupe qu'il faut autour, hein. Il a les joueurs qu'il faut autour pour réussir. Un Jody, Sutton, Williams en running back. Enfin, il y avait ce qu'il fallait quoi pour réussir. En, en tout cas, le choix était celui-là et visiblement, comme le disait Yaya, bah, ce n'est pas le bon ils ont donc perdu. On va clore là-dessus ce podcast de résumé, de débriefing de la première semaine de compétition. On rappelle que la deuxième semaine commence dès jeudi avec un choc entre les Chiefs et les Chargers de Los Angeles. Donc un gros match que l'on vous présentera en live sur Twitch, sur Twitter, sur Facebook, hein. Il y aura un live comme d'habitude de preview de cette rencontre de jeudi. Et ce sera jeudi soir. Merci beaucoup Yaya, merci beaucoup Bertrand pour votre expertise. Merci beaucoup. Merci à toi, Flav, pour la présentation comme d'habitude. Et on se retrouve très vite pour un nouveau podcast et des nouveaux lives sur The Free Agent. Bonne soirée à tous. Bonne soirée les frères, ciao.